Au cours du mois de novembre 1913, un phénomène terrifiant s'est abattu sur les grands lacs d'Amérique du Nord. Il ne s'agissait pas d'un ouragan dans l'océan Atlantique, mais d'une tempête monstrueuse qui a éclaté en plein cœur de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Même né en eau douce, sa puissance était comparable à celle d'un cyclone tropical. Vents violents, blizzards intenses aveuglants et vagues gigantesques, atteignant des 11 mètres. Pouvez-vous imaginer être à bord d'un navire entouré par une mer d'eau douce en furie? Voici le récit sombre du soi-disant ouragan blanc. Et préparez-vous, car ce qui suit n'est pas léger. Quand on pense au lac, on imagine aussitôt la tranquillité, rivage serein, eau calme et climat doux. Mais au Grand Lac, cette image ne pourrait être plus éloignée de la réalité. Quiconque y a navigué lors d'une tempête sait bien, ces eaux ont l'âme de l'océan et un tempérament tempétueux. Composés des lacs supérieurs, Michigan, Huron, Erie et Ontario, les Grands Lacs forment le plus grand système d'eau douce du monde, s'étendant sur une superficie immense d'environ 244 000 km². Ils hébergent rien moins que 21% de toute l'eau douce disponible sur Terre. Pour donner une idée, si cette eau était répartie sur toute l'Amérique du Nord, elle recouvrirait le continent d'une couche d'1,5 mètre. Cette immensité change tout. L'horizon se cache comme en pleine mer. Les courants sont imprévisibles et les vagues souvent dangereuses. Quant à la profondeur, au lac supérieur, elle dépasse les 400 mètres. C'est pourquoi naviguer sur ces lacs relève de plus qu'une simple traversée. C'est une épreuve de courage. Cette vaste étendue influence même le climat. Le système lacustre est si vaste qu'il modifie les schémas atmosphériques locaux, créant un microclimat unique. Durant l'automne et l'hiver, le fameux effet de neige lacustre entre en action. Les vents venant de l'ouest absorbent l'humidité des eaux encore chaudes et au contact de l'air froid venant de la terre se transforment en blizzards soudains et intenses. Les météorologues peuvent prévoir quand ce phénomène pourrait se produire, mais rarement avec une précision suffisante concernant son intensité ou sa durée. C'est là que réside le danger, surtout pour les cargos qui sillonnent les lacs depuis le 19e siècle. Ces eaux sont vitales pour le transport de marchandises. Les voies navigables interconnectées permettent à un navire de partir de Duluth dans le Minnesota et d'arriver jusqu'à l'Atlantique, en passant par ports, écluses et le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous disposons de satellites et de technologies avancées. Mais en 1913, les prévisions étaient rudimentaires, basées sur des relevés manuels, des cartes dessinées à la main et des signaux visuels avec drapeau ou feu. Tout était beaucoup trop lent pour suivre la rapidité avec laquelle le climat des Grands Lacs peut se transformer. Et c'est ainsi que la tragédie a commencé, en novembre 1913. À cette époque, l'automne laissait déjà progressivement place à l'hiver. Le jour 7 novembre, le cargo LC Waldo, mesurant 143 mètres de long, appareilla du Minnesota en direction de l'Ohio, sous un ciel dégagé et un climat doux. À bord, 22 personnes, dont l'épouse et la belle-mère du capitaine, un chien et une cargaison lourde de minerais de fer. Il était courant que les compagnies maritimes accélèrent leurs opérations avant que la prise de glace ne mette fin à la saison. La route était habituelle, traverser les lacs supérieurs, Huron et Erie. Cependant, dans les couches atmosphériques, une combinaison silencieuse et dangereuse se formait. Venait du nord un air froid et sec provenant des régions canadiennes. Venait du sud un air chaud et humide remontant du golfe du Mexique. La rencontre de ces deux masses d'air déclencha une tempête rotative, alimentée par l'énergie thermique des eaux encore tièdes, un système cyclonique qui grandissait de façon effrayante. Le problème, les prévisions officielles du jour 6 annonçaient seulement des vents d'intensité modérée. Rien qui n'indiqua la véritable ampleur de la menace. Le capitaine John W. Duddleson, comme beaucoup d'autres commandants, décida de maintenir le cap. Mais dès le jour 7, à 10 heures du matin, les signaux devinrent impossibles à ignorer.
des 112 stations météorologiques autour des lacs arrivaient des rapports de changement abrupt des conditions. La tempête, qui avait commencé sur le lac supérieur, se dirigeait déjà à toute vitesse vers le lac Michigan et gagnait en puissance à chaque kilomètre parcouru. Les stations côtières et portuaires hissèrent un drapeau carré rouge avec un centre sombre et une flamme de la même couleur. Un signal indubitable d'alerte extrême. Cet avertissement lugubre était clair. Une tempête arrivait avec des vents féroces venant du sud-ouest, atteignant 89 km/h. C'était l'avant-goût d'une calamité imminente. En peu de temps, l'ouest des Grands Lacs fut envahi par ces courants brutaux. Dès la tombée de la nuit, les stations autour du lac supérieur enregistrèrent des vents constants d'environ 100 km/h, avec des rafales dépassant 130 km/h. Pour se rendre compte de l'ampleur, un ouragan est classé à partir de 119 km/h. Autrement dit, le système qui se formait sur les lacs avait déjà une puissance comparable à celle d'un ouragan. Et ce n'était que le début. On estime qu'au cours de ce type de tempête, les vagues sur les Grands Lacs peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Dans ces conditions extrêmes, les navires sombrent entre des vagues géantes, encerclés par des murs liquides semblables à un canyon immergé. Le cargo Waldo naviguait déjà au centre du lac supérieur lorsque la tempête le frappa. Les vents redoublèrent de fureur, agitèrent les eaux et les firent frapper violemment contre la coque du navire, formant des vagues blanches et destructrices. Un mélange implacable de neige et de pluie verglaçante commença à tomber, plongeant le navire dans un brouillard glacial et rendant presque impossible de voir devant soi. Le capitaine John et son équipage distinguaient à peine l'horizon. Pour aggraver la situation, le navire fut constamment frappé par d'immenses vagues qui déversaient de l'eau sur le pont, une eau qui gelait instantanément, formant sans cesse une croûte de glace. Le bateau se transforma rapidement en une structure métallique enveloppée d'une cuirasse glacée, tandis qu'il tanguait brutalement sous la force de la tempête. À 21h, la visibilité était nulle. John s'appuya uniquement sur sa boussole, guidant le navire par instinct et instrument, tandis que la coque tremblait sous les chocs des vagues. Pendant 3 heures interminables, l'équipage lutta juste pour garder l'embarcation à flot. Quand l'horloge sonna minuit, épuisé mais déterminé, John consulta la carte dans l'espoir de trouver un refuge. Il découvrit l'île Manitou, située au milieu du lac, la dernière possibilité d'abri. Mais le soulagement fit place au désespoir lorsqu'une vague colossale heurta violemment le flanc du Waldo, détruisant la timonerie et envoyant les instruments de navigation à la mer, laissant les marins livrés au froid glacial. Sans boussole, la situation s'aggrava drastiquement. John se souvint qu'il en existait une de rechange dans l'un des canaux de sauvetage, mais le pont, recouvert d'une épaisse couche de glace traîtresse, rendait l'accès presque impossible. Pourtant, l'un des hommes se risqua. Glissant et trébuchant sur la glace, il parvint avec bravoure et un peu de chance à récupérer la boussole et à en revenir. Avec l'instrument en main, John reprit le cap vers l'île Manitou. Cependant, le destin réservait un nouvel obstacle. Près de l'île, cachée par la neige et l'obscurité, se dressait Gull Rock, une formation rocheuse traîtresse, aiguë comme une montagne submergée. Bien qu'elle fût indiquée sur les cartes, elle ne pouvait être évitée qu'avec une bonne visibilité, inexistante cette nuit-là. Soudain, la barre cessa de répondre. Le Waldo dériva, vulnérable et sans contrôle. Le salut semblait proche, mais le navire finit par heurter Gull Rock aux premières heures du 8 novembre. Le lendemain matin, le service météorologique classifia enfin la tempête de sévère, un diagnostic tardif pour ceux qui faisaient déjà face au pire scénario possible. La tempête s'étendait désormais sur tout le bassin du lac supérieur et avançait en direction du lac Michigan. De nouveaux drapeaux d'alerte furent tissés, mais de nombreux capitaines, trop confiants, insistèrent pour poursuivre leur route. Ceux qui étaient déjà sur le lac, cependant, auraient des histoires bien différentes à raconter. À bord du Waldo, le chaos régnait. Toutefois, John y vit une opportunité.
S'il parvenait à maintenir les moteurs en marche, peut-être pourrait-il garder le navire échoué, empêchant qu'il soit emporté par la mer déchaînée. Il donna l'ordre. La proue resta enlisée dans Gull Rock, mais l'effort des moteurs surcontreignit une structure déjà fragilisée. Peu après, une immense fissure traversa le pont jusqu'à presque mi-bordée. Avec l'eau envahissant les compartiments, n'importe quel autre capitaine aurait ordonné l'évacuation. Mais John eut une idée audacieuse, inonder volontairement les sections inférieures pour alourdir le navire et l'ancrer davantage à la roche. Et il le fit. La tactique porta ses fruits. Le Waldo resta immobilisé, pour l'instant. Avec le danger immédiat neutralisé, une nouvelle priorité s'imposa d'urgence, assurer un abri sûr pour tous. À ce moment décisif, le seul lieu viable était un compartiment caché sous le premier pont, près de la proue. Dès que l'ordre fut donné, l'équipage réagit promptement. L'instinct de survie l'emporta. Certains se chargèrent d'accompagner 2 femmes à bord, mais elles hésitèrent. Elles refusèrent de quitter la poupe, malgré le risque croissant. Pourquoi ? Pour atteindre l'abri, il fallait traverser un tronçon du pont recouvert par une épaisse couche de glace traîtresse et braver des rafales de vent perçantes sur plusieurs mètres, sans compter traverser une fente de plus en plus large, menaçant de scinder le navire Waldo en 2. Ce n'était pas seulement un passage physique, mais un véritable choix entre la paralysie de la peur et l'espoir d'être sauvé. Face au refus des femmes, l'équipage fit preuve d'audace. Ils les portèrent dans leurs bras, affrontant le danger comme un seul groupe. Suivirent des minutes angoissantes. Chaque pas était un défi imposé par la fureur de la nature. Mais ils réussirent. Peu après que tous furent installés dans le compartiment, comme guidés par une horloge sinistre et invisible, la fissure s'ouvrit définitivement. La poupe céda et coula, emportant avec elle la génératrice. Heureusement, la proue était déjà échouée sur Gull Rock. Cependant, cela signifiait une nouvelle menace. Avec le générateur submergé, il n'y avait plus de chauffage. Et maintenant, des dizaines de personnes étaient isolées au milieu du lac supérieur, sous l'une des pires tempêtes de l'histoire locale. Sans temps pour le désespoir, l'équipage se mit en action. Un des ingénieurs eut une idée ingénieuse: construire un chauffage de fortune avec le matériel disponible. Avec l'aide de ses collègues, ils démontèrent la baignoire de la cabine du capitaine. Tandis que certains transportaient l'objet lourd, d'autres adaptaient des seaux anti-incendie pour créer un système de ventilation vers une écoutille. La baignoire fut retournée et en utilisant du bois du navire comme combustible, ils réussirent à allumer une flamme. Petite mais essentielle, une étincelle d'espoir au cœur du froid implacable. Pendant toute la journée, ils ont démonté des parties du navire pour alimenter le feu, tout en restant en mouvement constant pour générer de la chaleur corporelle. Dehors, la nature rugissait. Tandis que les survivants affrontaient l'enfer glacial du lac supérieur, le voisin lac Huron commençait à ressentir les premiers effets d'une tempête historique, plus tard baptisée ouragan blanc. Les capitaines qui étaient partis le 8 novembre, ignorant les alertes de mauvais temps, regrettaient profondément leur décision la nuit suivante. Le matin, les conditions semblaient acceptables. La pression atmosphérique montait, donnant une fausse impression de soulagement. À l'époque, le service météorologique ne publiait que 2 bulletins par jour. Entre-temps, les navigateurs ne se fiaient qu'à leur propre vision et expérience. Le premier rapport matinal n'indiquait pas de menace majeure. En conséquence, plusieurs embarcations se lançaient sur les grands lacs sans savoir qu'un nouveau système de basse pression s'était formé au-dessus des Carolines et se renforçait rapidement. Ce système remontait vers le nord-est des États-Unis, traversant Washington, D.C., et rejoignait la tempête déjà en place. La fusion des fronts a donné naissance à un colosse climatique. Vers 14 heures, à Buffalo, dans l'État de New York, des vents atteignant 130 km/h étaient enregistrés sur le lac Erie. Et le chaos ne faisait que croître. Sur le lac Huron, des embarcations désespérées cherchaient un abri. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Ils ne pouvaient échapper aux vagues colossales. À 20 heures,
le second bulletin de la journée a été publié, la tempête ayant déjà atteint sa pleine intensité. Les 4 grands lacs, Supérieur, Michigan, Huron et Erie, étaient désormais soumis à des vents d'intensité comparables à ceux d'un ouragan, tourbillonnant sans direction précise. La neige était si dense que les capitaines pouvaient à peine voir au-delà de leurs propres hublots. À Harbor Beach, dans le Michigan, les rafales atteignaient 140 km/h. Si cela avait été un ouragan tropical, l'ouragan blanc aurait été classé en catégorie forte 1. En seulement 6 heures, entre la nuit du 9 novembre et l'aube du jour suivant, le désastre fut scellé. 8 navires coulèrent ou chavirèrent. 187 personnes périrent. Pendant que l'ouragan blanc continuait sa route vers l'est, la situation sur l'épave de Gull Rock devenait de plus en plus critique. Les survivants du Waldo étaient totalement isolés. Les réserves d'eau et de nourriture stockées dans la partie désormais submergée du navire avaient été perdues. Leur survie était menacée et un doute encore plus sombre planait. Quelqu'un sur la terre ferme avait-il pris conscience du naufrage? Quelqu'un avait-il remarqué leur disparition? Heureusement, la réponse fut positive. On ne sait pas très bien qui l'a vu en premier, peut-être un navire de passage, peut-être des habitants de la côte. Mais un signalement fut envoyé aux stations de sauvetage de la région. Même dans des conditions extrêmes, une décision fut prise. Il fallait tenter le coup. Le plus grand navire de sauvetage était en maintenance. Il ne restait qu'une petite embarcation à moteur, longue d'un peu plus de 8 mètres. Frêle, certes, mais suffisante pour ceux prêts à tout risquer. Les sauveteurs des Grands Lacs avaient fait leur credo d'un dicton « Tu dois partir, mais tu n'as pas besoin de revenir ». Quand le petit bateau quitta Eagle Harbor, un habitant du coin murmura « Il faudrait prévenir Washington, ils ne reviendront pas vivants ». Malgré tout, l'équipe poursuivit, affrontant des vagues furieuses, ballottées comme des feuilles dans le vent. La mission paraissait condamnée. Après seulement 13 km, le moteur fut complètement recouvert d'une croûte de glace. Ils durent rebrousser chemin. Lorsqu'ils atteignirent enfin la base, la glace s'était accumulée à tel point que certains membres d'équipage étaient littéralement prisonniers de leur siège. Ils durent être libérés à la hache. Le plus impressionnant, c'était qu'à peine les préparatifs entamés, on s'organisait déjà pour mettre le bateau plus grand à l'eau. Animés par l'espoir qu'il soit encore navigable, ils n'hésitèrent pas à retenter l'opération de sauvetage. Pendant ce temps, à Portage, encore plus éloigné de l'épicentre du désastre, une seconde équipe faisait face à la même fureur implacable de la tempête. Ils furent contraints de se retirer face au vent coupant, mais n'abandonnèrent pas. Au lieu de reculer complètement, ils cherchèrent un nouvel itinéraire par des canaux intérieurs qui les conduisirent au sud de la péninsule, près de Gull Rock. La nouvelle stratégie était audacieuse, tirer parti des vents du nord pour atteindre le cargo Waldo. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, 2 tempêtes colossales fusionnèrent pour ne former qu'un seul système dévastateur. À l'aube, ils s'abattaient déjà sur London, en Ontario, apportant d'importantes chutes de neige issues des masses d'air des Grands Lacs. À Cleveland, dans l'Ohio, la ville fut ensevelie sous 43 cm de neige en seulement une journée, accumulant des congères dépassant 2 mètres. Même sur la terre ferme, il n'y avait aucun répit. La situation était un chaos total. Les conducteurs de tramway sont restés coincés à l'intérieur des véhicules pendant 2 nuits, ensevelis sous la neige incessante. Ce n'est que le 11e novembre que le système a commencé à faiblir, ravivant ainsi l'espoir. Les équipes de secours d'Eagle Harbor et de Portage ont finalement réussi à se rapprocher de l'endroit où le navire s'était échoué. Bien que Portage fût à moins de 50 km, 30 000 en ligne droite du Waldo, la voie fluviale par les canaux en faisait plus de 130 km, 80 000. Mais les défis étaient loin d'être terminés. Même si la tempête avait faibli, la mer présentait toujours des vagues violentes, empêchant tout ancrage sûr. Lors d'une des tentatives, le bateau de Portage est entré en collision avec les rochers de Gull Rock, provoquant la panique à bord, l'équipage craignant que le navire ne coule.
Pendant ce temps, les secouristes d'Eagle Harbor ont pu positionner leur plus grand bateau près de la coque du Waldo. Les embarcations étant fermement amarrées l'une à l'autre, un des sauveteurs a retiré ses bottes, estimant que ses chaussettes en laine offriraient une meilleure adhérence sur l'épaisse couche de glace qui recouvrait tout. À l'extérieur, le cargo ressemblait à une capsule figée dans le temps, avec une coque avant entièrement recouverte d'une croûte solide de glace. Dès que le premier sauveteur a réussi à monter à bord, les autres l'ont suivi, en criant fort, dans l'espoir de trouver quelqu'un encore vivant. Et il y en avait. Dans un compartiment exigu, des cris ont été entendus, rallumant l'espoir parmi les survivants. Affamés, épuisés et émotionnellement à bout, ils ont répondu, guidant les sauveteurs jusqu'à la salle où ils se trouvaient. Cependant, un dernier obstacle subsistait. La glace avait scellé la porte des deux côtés. Des haches ont commencé à frapper l'entrée de l'extérieur. L'un des membres de l'équipage retenu à l'intérieur a fait de même. Après quelques instants de tension, la structure a finalement cédé. La porte s'est ouverte. Un à un, les survivants ont été conduits avec précaution jusqu'au navire de secours. Contre toute attente, les 24 membres d'équipage, y compris la mascotte du navire, étaient vivants. Au final, ce fut la décision audacieuse du capitaine John d'échouer volontairement le Waldo sur Gull Rock qui sauva toutes ces vies. Le navire resta si fermement bloqué au rocher qu'il ne put être retiré que plusieurs mois plus tard, au printemps suivant. Dans les jours qui ont suivi, l'ampleur réelle de ce que l'on a appelé le ouragan blanc est devenue évidente et les chiffres étaient terrifiants. Au moins 19 navires détruits, 19 autres échoués et 12 disparus complètement. Parmi eux, certaines des embarcations les plus modernes de l'époque. Mais ce qui a été le plus douloureux, c'est le nombre de vies perdues. Environ 250 personnes sont mortes, 75% d'entre elles durant les 6 heures les plus intenses de la nuit du 9 novembre. Les dégâts matériels ont atteint 4,8 millions de dollars à l'époque, somme qui aujourd'hui se rapproche des 149 millions. 100 ans plus tard, en 2013, des scientifiques et météorologues ont utilisé des technologies modernes pour reconstituer les événements de cette tempête historique. À partir de registres anciens et de données météorologiques, une simulation a révélé que des vents supérieurs à 129 km/h, 80 mph, et des vagues dépassant les 11 mètres, 36 pieds, ont frappé le lac Huron. Mais la donnée la plus impressionnante fut la durée de la tempête. Sur le lac supérieur, des vents de l'intensité d'un ouragan ont soufflé pendant 20 heures d'affilée. Jamais auparavant une tempête n'avait été aussi longue, destructrice et meurtrière dans l'histoire des Grands Lacs. L'ouragan blanc n'a pas été qu'une simple tempête. Ce fut un rappel brutal que même les eaux douces peuvent se transformer en un véritable paysage de dévastation. La tragédie a révélé l'héroïsme d'un capitaine qui n'a pas abandonné son navire et de secouristes ayant affronté l'impossible pour sauver des vies. Un siècle s'est écoulé, mais l'écho de cette fureur naturelle continue de servir d'avertissement. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la nature. Merci d'avoir suivi cette histoire. Et maintenant, YouTube a préparé 2 vidéos spéciales pour vous. Cliquez et poursuivez ce voyage. Il y a encore de nombreux récits surprenants à découvrir.